Bonjour, je suis IDS et je suis en train de faire la liste des 1000 meilleurs jeux de tous les temps. Idiot. Doom. Spiral. La PlayStation 2 est la console qui comporte le plus de jeux que j'ai envie de tester. Alors c'est dû au catalogue assez conséquent du monolithe noir, mais aussi parce qu'il y a là de nombreux jeux de qualité. J'en ai déjà fini beaucoup et ils peuplent donc mon top 1000 prototypes, et je pense que des tas d'autres titres vont venir renforcer ceux qui y sont déjà. Welcome to the third place. PlayStation 2! The third place! Alors c'est pour ça que j'ai décidé de commencer mon tri par cette console. J'ai pris 5 jeux au hasard, mais les choses ont fait que 2 jeux d'infiltration, presque 3, se retrouvent mis en avant dans cette vidéo. Il va y avoir de la ninja qui a perdu sa ceinture, du condamné à mort condamné à faire des morts, le docteur Frankenstein qui n'aurait pas trouvé d'autre corps que le sien, des chanteuses explosives et un raton laveur cambrioleur. Pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo de présentation de la chaîne, ici je vais jouer un peu à des jeux que je considère comme pouvant potentiellement faire partie de mon top 1000. Je vais y jouer assez pour décider s'ils ont le potentiel pour être explorés plus en profondeur et les classer selon une tier list qui se découpe comme ça. Donc les triple S, c'est je sens que je vais adorer, top 1000 quasi certain, très haut potentiel. S, le jeu a de très bonnes chances de faire partie du top 1000, intéressant. A, qui sait, le jeu peut me surprendre et finir dans le top 1000, on ne sait jamais. Le tiers B, c'est si vraiment j'ai plus que ça à tester, je le ferai, mais j'ai d'énormes doutes sur les chances d'approcher le top 1000, au cas où. Et ensuite, non. Le jeu ne sera pas dans le top 1000, pas besoin de le tester en entier. Le premier jeu est Red Ninja End of Honor. C'est un jeu de Tranji Studio, si vous les connaissez pas, c'est parce qu'ils ont fait qu'un seul jeu. Si ça ne laisse rien présager de bon, j'ai laissé sa chance au produit. Il est sorti sur PlayStation 2 et sur Xbox en 2005. J'y ai donc joué sur la console de Sony, et je dois avouer que je sais pas si la version Xbox est meilleure, mais je suppose qu'elles sont similaires. Ma session a duré à peu près 1h30 sur un jeu qui en fait 9 environ. J'ai eu le temps de faire le tutoriel, la moitié du premier niveau en hard, et le premier niveau en mode normal. Red Ninja est un jeu d'action infiltration. On y joue Kurenai, une ninja qui a oublié de mettre un pantalon, et qui a trouvé son job d'assassin dévêtu après que son père a été assassiné. Elle a une chef ninja et 2 amis ninja, dont un qui ne voit vraiment rien. Il y a de la vengeance, de la guerre, un ancien clan de ninjas déserteurs et méchants, et Oda Nobunaga. On y tue par derrière et on se frite avec les gars du coin si on est découverte. Le début de Red Ninja est assez basique, que ce soit niveau ambiance que mécanique de jeu. L'héroïne utilise un câble d'acier lesté d'un kunai pour attaquer ses ennemis à mi-distance. De près, elle se contente de taper avec la petite dague. Elle utilise aussi un sabre, uniquement là, pour l'instant en tout cas, pour trancher les gorges des samouraïs non avertis de sa présence. Il y a quelques armes secondaires sans grande saveur, et un sort de ralentissement dont l'originalité n'a d'égal que son absence d'effet visuel. Le truc le plus intéressant pour l'instant, c'est qu'on peut, en suivant un timing un poil serré, faire un coup critique avec son pseudo-grappin pour découper les adversaires en deux, voire même les décapiter. Techniquement, c'est toujours les découper en deux. Encore plus amusant, on peut aussi leur sectionner les pieds et les voir ramper vers je ne sais quel espoir de survie, vite anéanti par un gros problème d'anémie. J'ai commencé à jouer en difficile, mais j'ai assez rapidement abandonné parce que dans ce mode, une fois découvert, on se fait attaquer par des ninjas qui semblent ne pas craindre notre fil lesté d'un kunai. Et comme l'utilisation du machin est la partie la plus fun du jeu pour l'instant, j'ai préféré revenir en normal et reprendre mon activité de cisaillement en 2 ou 3. Dans cette toute première partie du jeu, l'infiltration n'est vraiment pas nécessaire, surtout si on maîtrise le timing du fil, mais je suis certain qu'avec le temps, il va falloir se la jouer plus filou. Les derniers moments du premier niveau demandent l'assassinat d'un type assis à regarder une pièce de théâtre, le tout sans se faire voir bien entendu. Si on n'est pas là dans un casse-tête aux multiples possibilités comme dans un Hitman, j'ai trouvé le tableau sympathique. Une fois le bonhomme empoisonné, on a le droit à un combat de boss contre un autre ninja. Surprise, c'était le type sur scène qui faisait joujou avec son katana. Le moment est un peu brouillon et comme le reste du jeu pour l'instant, assez peu remarquable. Surtout vu le peu d'options dont dispose Kurenai. Au final, le seul vrai truc qui m'a un peu réveillé, c'est la musique.
parce que j'ai cru y reconnaître la BO d'Hiroki Kikuta pour Kudelka, un JRPG à l'ambiance horrifique sur PlayStation 1 que j'aime beaucoup. Bon, ça ressemble juste, c'est pas le même compositeur. Par contre, celui de Red Ninja, c'est Masanori Adachi, et il a fait les musiques de Super Castlevania 4 avec Taro Kudo, donc c'est pas non plus un branquignol. Si je devais résumer le jeu pour l'instant, le mot fade me vient tout de suite à l'esprit. Les décors sont ternes, les adversaires sans saveur, les mécaniques sont insipides et seul le coup du fil ajoute un peu de sel. Pour l'instant, Red Ninja se fait difficile à décrire, comme le type sans caractéristiques majeures dans le jeu de société qui est Franz. Pas de gros nez, pas de lunettes, pas de chapeau. Le début de Red Ninja est très quelconque. Et si à la fin on ne retient d'un jeu que le fait qu'on voit beaucoup le slip de l'héroïne, c'est quand même un peu triste. Le second jeu que j'ai essayé, c'est Manhunt, c'est un jeu de Rockstar. Contrairement à 32 Studios, ils ont fait d'autres jeux. Il est sorti sur PS2 en 2003 et Xbox et PC l'année d'après. On a pu le voir aussi sur PS3 et PS4. Moi j'y ai joué sur PS2 parce que la vidéo s'appelle Coup d'œil sur 5 jeux PS2. Je me souviens l'avoir un peu essayé à sa sortie, mais vraiment pas longtemps, et c'était il y a longtemps. Alors j'ai décidé de retenter l'expérience pendant environ 2 heures sur les 13 qu'est censé faire le jeu. Comme le titre précédent, Manhunt fait dans l'infiltration, mais le côté action est bien moins marqué. Là où Red Ninja partait un peu dans tous les sens, ici le jeu est plus recentré sur ce qu'il veut faire. Vous êtes un condamné à mort qui se réveille après son injection létale, qui ne l'était donc pas tout à fait. Un type qui se surnomme lui-même The Director, le réalisateur, vous parle dans une oreillette et vous indique qu'à partir de maintenant, il va falloir obéir à ses ordres. Ces derniers se résument à « tue-moi ces gens là-bas » de la façon la plus écœurante possible, pendant que toutes les caméras placées un peu partout dans la ville en ruine filment tes exploits. Coup de bol, les gens assassinés ne sont pas des enfants de cœur non plus, et on se balade donc de rue en rue, l'arme à la main, à essayer de surprendre par derrière divers membres de gang pour les étouffer avec un sac plastique, les poignarder avec un bout de verre, ou plus sobrement, leur éclater le visage à la batte de baseball. Le but ici est bien de faire tous ces meurtres en douce, le fait de ne pas être vu est apprécié par le réalisateur, et cela se transforme en un nombre d'étoiles plus ou moins élevé à la fin de chaque niveau, selon le niveau de furtivité et la rapidité avec laquelle tout ça a été fait. S'il est clairement le protagoniste d'un jeu d'infiltration, le héros de Manhunt, dont j'ai oublié le nom, n'est pas Sam Fisher ou Solid Snake. On dispose d'un radar qui n'affiche que les adversaires qu'on a vus, qui nous ont vus ou qui nous ont entendus. Ces derniers sont excessivement émeralopes, ce qui est le contraire de nyctalope. Si vous ne savez pas ce que nyctalope signifie, c'est plutôt simple, c'est l'opposé d'émeralope. Quoi qu'il en soit, une fois dans la pénombre signifie par la teinte bleue que prend la silhouette du héros en bas à gauche, et tant que personne ne vous a vu vous faufiler dans la zone d'obscurité, vous êtes invisible. Je ne sais pas si les options évoluent au fil du jeu, mais pour l'instant, la meilleure stratégie reste de se mettre dans une encadrure de porte ou dans un coin sombre, taper contre un mur et voir si quelqu'un vous a entendu. Si c'est le cas, l'individu viendra à votre rencontre, ne verra rien, vu qu'il est émeralope, pour retourner là d'où il vient, moment propice pour vous faufiler à pas menu derrière lui et l'égorger plus ou moins sauvagement selon que vous avez appuyé sur le bouton meurtre longtemps. Plus le bouton est maintenu, plus l'exécution est violente et rapporte 2 points, mais aussi plus elle est risquée pour notre brave ex-condamné à mort. Comme dans la plupart des jeux d'infiltration, se faire découvrir est puni par une séance de combat où le moindre défaut d'infériorité numérique est propice à la décimation plutôt rapide de la barre de vie. Au-delà du nombre d'étoiles de fin de niveau, devoir se battre face à face est un châtiment aussi pour le joueur, tant le système de combat au corps à corps est ennuyeux. Le réalisateur a eu en plus la fâcheuse tendance à m'imposer certains affrontements, ce que je ne trouve jamais agréable dans les jeux du genre. De toute façon, en ce qui concerne cette première partie, Manhunt ne brille vraiment pas par ses mécaniques, et même si tout se contrôle de façon fluide, ce n'est pas là où j'ai eu du plaisir. C'est pas non plus dans sa violence qui, et je sais pas si ça veut dire quelque chose sur moi ou sur l'évolution des contenus gore disponibles, n'est pas forcément très choquante. Je sais très bien que la plupart des discussions autour du jeu à sa sortie tournaient autour de sa représentation de la brutalité, mais il faudra pour moi attendre 2 ans plus tard et Condemned pour vraiment avoir un jeu assez intense, pour vraiment me faire sentir ce que pourrait être la sensation de donner un coup de tuyau en fonte dans le visage d'un autre. J'essaye de ne pas penser à un autre titre quand je joue, mais c'est bien entendu fatal quand on fait un classement. J'ai pas aussi l'impression que Manhunt soit une parabole sur la violence dans les œuvres culturelles,
Ou alors, s'il est un commentaire, c'est vraiment fait de façon grossière. Mais bien entendu, tout n'est pas acheté. Son ambiance oppressante me donne quand même envie de voir la suite. J'aime bien les rues délabrées et les recoins pleins de débris, et je trouve les prémices du jeu intéressantes. J'ai beau avoir fait mon bonhomme en disant que sa violence ne me faisait pas grand chose, c'est sans doute aussi que je suis un grand amateur de tout ce qui touche à l'horreur. Et Manhunt est un jeu d'horreur. Ce n'est pas qu'il fasse peur, pas pour l'instant en tout cas, c'est juste qu'il a l'ambiance des œuvres du genre. Et puis c'est tout de même un jeu Rockstar, je sens bien que la suite du jeu va me réserver quelques surprises sympas. Encore une fois, je teste pour l'instant un potentiel, pas le jeu en lui-même, ça serait malhonnête de dire qu'il n'y en a pas ici. Soul Eater Battle Resonance est un jeu de combat développé par Beck qui, si j'ai bien compris, était une subdivision de Bandai Namco qui s'appelle maintenant BB Studio. Ils sont surtout connus pour avoir fait la série des jeux Digimon World, des JRPG dans l'univers d'Agumon, d'Angemon et d'Atama Dekashimon. J'ai l'impression qu'ils ont aussi fait des super robots Tyson, mais je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de tout ça. Un jour viendra néanmoins. Soul Eater Battle Resonance n'est sorti qu'au Japon en 2009 sur PlayStation 2 et PSP. Heureusement, les gens de l'Anime Game Translation Team, ou AGT Team, ont eu la gentillesse de sortir un patch de traduction en 2022. Je crois avoir regardé quelques épisodes de l'anime Soul Eater sans en avoir gardé un souvenir impérissable. Mais l'univers mélangeant poncif du shonen et canon de l'horreur habituel reste un endroit sympathique pour y mettre un jeu de combat. J'ai surtout été marqué par une sorte de mélange entre le Dr Frankenstein et la créature de Frankenstein, qui se battait entre autres avec sa chaise de bureau. Alors c'est naturellement vers lui que je me suis tourné pour tâter un peu du mode arcade, indétrônable sommet du jeu de combat où on affronte des adversaires un par un jusqu'à rencontrer un boss, pour la plupart du temps surpuissant et tricheur. C'est donc un jeu de combat 2D avec des graphismes 3D, on y frappe et on y coup spécial. Ne vous attendez pas à une liste de techniques de 4 km de haut à la Tekken, ni même une liste raisonnable à la Street Fighter. Ici on a 3 attaques plus ou moins lentes, qu'on peut modifier en sautant, en dashant ou en appuyant vers l'avant. Une charge à la Dragon Ball Z, de quoi bloquer et de quoi parer. Il y a enfin un système de jauge en 3 temps, le dernier niveau permettant de balancer, une attaque spéciale qui retire la majeure partie de la santé adverse. Pour ma première session, j'ai trouvé que me concentrer sur le fait d'augmenter ma barre pendant le premier round pour balancer ma grosse attaque au second était la meilleure technique. Et j'ai d'ailleurs fini le mode arcade du premier coup. Vous vous souvenez de ma description qui finissait en parlant d'un boss surpuissant et tricheur ? Je sais pas si je suis super doué, mais ici Medusa, donc le dernier boss, fut anéanti par mon professeur électrique. Vous avez remarqué que tout est plutôt lent et délibéré. Tout le système de jeu ne m'a pas dérangé. Je ne suis pas un grand amateur de combos longs et difficiles à exécuter, et j'ai toujours préféré le côté bataille mentale avec mon adversaire. Même si oui, ici, mon adversaire n'avait pas d'esprit à bataille. Si j'ai décrit ce que faisaient les boutons sommairement, et même si les personnages ont techniquement les mêmes move lists, le résultat des diverses touches est bien sûr différent. Dr Frankenstein, oui, c'est son nom, en 2 mots, donne un lent coup de poing électrique là où Death the Kid, oui, va lancer un projectile. Il y a de quoi faire, mais ne vous attendez pas non plus à des différences monstrueuses. Comme la plupart du temps, des personnages sont débloquables en remplissant diverses conditions, et quelques autres modes comme le combat en équipe sont disponibles. Comme je joue tout seul, je suis surtout allé voir le mode aventure. On y choisit un des 3 personnages principaux et on affronte une série de matchs en suivant sommairement la trame de l'anime. Rien de transcendant là encore, 80% des défis sont des combats simples. On a donc ici quelque chose que j'appellerais malheureusement un produit dérivé d'anime typique. Et si j'espère rencontrer quelques exceptions, je pense que ce jeu-là n'est destiné qu'aux fans de la série, et je n'en fais pas partie. Les combats contre de véritables personnes sont peut-être plus intéressants, ce n'est pas parce qu'un jeu est simple qu'il est mauvais. Un de mes jeux de combat préférés est Lethal League par exemple, et on n'y fait techniquement que taper une balle. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, ici je me concentre que sur la partie solo des jeux, et dans cette catégorie, Soul Eater Battle Resonance est loin d'être remarquable. Il y a sans doute des défis plus intéressants qui se cachent au fond du mode aventure, et je suis sûr que certaines des subtilités du système de jeu m'ont échappé, mais il reste que rien ne me donne vraiment envie de continuer, au-delà du déblocage du reste des personnages pour m'amuser un peu avec eux en mode arcade.
Art Tonelico Melody Ephelemia est un JRPG de Gust Corporation, plus connu pour la série des Ateliers. Voilà donc un JRPG fait par des gens qui ne font quasiment que du JRPG. Le jeu est sorti en 2006 au Japon et en 2007 ailleurs, uniquement sur PlayStation 2. Même si je connais leur série principale, c'est le premier jeu de Gust que j'essaye. J'y ai joué un peu moins de 3 heures, sur une durée de vie qui semble aller vers la quarantaine. Une introduction vous dit que le ciel et la terre ont été détruits à la suite d'une guerre cataclysmique, et que les gens vivent maintenant entre les deux, sur une tour entourée d'une île flottante. Vous êtes un chevalier vivant sur la tour, votre père est le chef, et vous affrontez un virus. Et derrière vous, une dame avec un costume vraiment sympa chante et fait monter une barre jusqu'à des 6000% qui n'ont aucun sens. Mais l'adversaire semble de toute façon invincible, il faut s'enfuir. La dame avec son costume vous dit d'aller chercher un objet qui a servi avant, pour revenir avec et sauver tout le monde. Alors vous prenez un vaisseau et puis... What's that? Damn! Is that a monster from the blast line? Ah! Damn, this isn't good. Et là le jeu commence vraiment. D'abord il se calme un peu. Art Tonelico a d'assez nombreux systèmes, ce qui est attendu pour un JRPG surtout sur PS2. Mais passé ce début assez peu compréhensible, ils sont tous introduits gentiment et je ne me suis jamais senti perdu. Il y a du crafting qui semble assez poussé, des possibilités de mettre des genres de cristaux dans son équipement pour y ajouter diverses choses que je n'ai pas encore eu le temps d'explorer. Et puis il y a surtout les Reivatel. La dame avec son costume entre l'astronaute laserpunk, l'alien transparent et l'ozo mécanique est la première qu'on rencontre. Elles sont, d'après ce que je comprends pour l'instant, des êtres sans doute synthétiques, tous féminins, dont les chants permettent d'invoquer diverses choses. Elles sont le centre du système de combat du jeu. Là où les autres personnes se contentent d'être coincées dans du tour par tour amélioré, les dames qui chantent restent au fond et on peut leur demander d'agir quand on veut. Elles ne sont pas sanglées à l'infâme tyrannie de la jauge de temps. Puis de lancer le sort lié à la chanson qu'elles étaient en train d'entonner. Plus on attend, plus le sort sera puissant, mais plus leur jauge de mana s'épuisera. De ce que j'ai vu, les Reivatel sont nettement plus efficaces que les autres personnages, mais ces derniers ne sont pas non plus des figurants. Il faut protéger les chanteuses de certaines attaques qui les ciblent, et je suis certain qu'au fur et à mesure du jeu, plus d'options vont se débloquer pour les premières lignes. Du peu de ce que j'ai vu, j'ai vraiment beaucoup apprécié le système de combat d'Art Tonelico Melody Ephelemia. Il essaye même de corriger un des défauts souvent considérés comme majeurs du genre. Si les combats contre les boss sont toujours des moments savoureux, on considère souvent que les combats aléatoires sont un défaut presque inhérent au JRPG. Mais ici, une petite barre en bas à gauche change de couleur au fil des pas, et plus elle s'approche du rouge, plus l'affrontement est probable, mais surtout elle diminue après chaque bataille. En clair, au cours de l'exploration d'un donjon, au bout d'un moment, vous n'aurez plus à subir de bagarres au hasard. Ça permet de se balader tranquillement si on veut vraiment tout fouiller, et ça enlève beaucoup de frustration. Il suffit de partir et de revenir dans le donjon bien sûr pour remplir la jauge. Alors c'est bien beau d'avoir un ensemble de mécaniques agréables, et si je trouve pour l'instant que tout ça est très bien construit, ce n'est pas forcément ça qui fait qu'un JRPG est bon ou pas. Et puis de toute façon, c'est pas ça non plus qui fait qu'un jeu est bon en général. Alors je pourrais parler de la musique du jeu, mais rien ne m'a vraiment marqué au-delà d'une petite surprise contre un boss. Je pourrais aussi parler de l'univers du jeu, techno-fantasy ou religion basée sur des faits et êtres réels. Ce mélange a une science dépassant tellement largement la nôtre qu'elle ressemble plus à de la magie qu'autre chose. On pourrait parler aussi de la direction artistique en général, qui oscille entre le pas terrible dans la plupart des donjons que j'ai parcourus au franchement sympathique quand ça concerne les villes et le design de certains personnages. J'ai déjà parlé de la Reivatel du début, mais on a le droit très rapidement à Jack, archétype du personnage plus vieux et bien plus cool que le protagoniste. Et Jack est franchement cool. Un cowboy cyborg avec une cape et un minigun dans le bras, c'est difficile de ne pas aimer. Avant d'en venir à ce que je veux dire vraiment, je veux juste continuer ma parenthèse sur les personnages en eux-mêmes. Si on met de côté Jack, j'ai vu pour l'instant un héros héroïque loyal bon qui défend la veuve et l'orphelin, une fille très timide et une autre un peu plus entreprenante. Rien d'incroyable pour le moment, mais je n'ai pas assez joué pour me faire une vraie idée. Après, les JRPG qui m'ont le plus marqué l'ont souvent été d'abord grâce à leurs personnages, alors j'espère qu'Art Tonelico va finir par se rattraper. Surtout que si dans la version auquel j'ai joué on peut choisir d'entendre les voix anglaises ou japonaises,
Au-delà de Jack, qui fait pour l'instant un sans faute, les autres ont été assez irritantes, peu importe la langue, et je sens que je vais avoir envie de ne plus les entendre du tout au bout d'un moment. But they're viruses, right? The first move always gets them. Donc, je disais, avant de me faire vulgairement interrompre par moi-même, que c'était bien de parler d'un jeu en le décortiquant en sous-catégories, jouabilité, graphisme, histoire, musique, etc. Et parfois on est un peu obligé de le faire. Mais c'est quand même mieux quand on peut parler de tout ça en même temps. Et moi, ce mélange de tout ça, de ce que ça fait quand on joue à un jeu, de ce que fait un jeu à notre cerveau, les picotements créés par le fait de jouer, j'appelle ça son ambiance. On pourrait appeler ça le gameplay en prenant le mot littéralement, ce que fait le jeu en tant que jeu avec tous les outils dont il dispose, musique, visuel, interactivité, histoire, univers, mais le terme est trop galvaudé. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, et ce que je vais dire est à relativiser, mais les meilleurs pour moi sont ceux qui ont la meilleure ambiance, telle que je viens de la décrire. Et ceux qui ont la meilleure ambiance sont ceux qui savent utiliser tous les outils dont je viens de parler de façon harmonieuse. Et Hearthstone Helico Melody of Elemia fait ça plutôt bien avec son système de dive. On peut plonger dans la conscience des Rêvatels pour en apprendre plus sur elles. Il faut pour cela dépenser une ressource acquise lors des combats, mais aussi bien s'entendre avec elles. On peut renforcer notre lien avec les Rêvatels en discutant avec elles pendant les temps de repos. Et il faut farfouiller un peu partout pour trouver des sujets de conversation. Plus on est proche d'elles, plus un niveau de conscience profond est accessible. C'est de cette façon que les Rêvatels apprennent de nouveaux chants. Bien entendu, les plongeons dans l'esprit de vos amis ne sont pas que des vulgaires donjons sans âme, c'est une partie épaisse en dialogue où on apprend ce qu'elles sont et ce qu'elles ont vécu. C'est donc un système qui mélange harmonieusement mécanique de combat, développement des personnages, exploration de l'univers et avancement de l'histoire. Bien sûr, ça existe très souvent, les Metaria de Final Fantasy VII ou les Guardian Force de Final Fantasy VIII pour prendre des exemples connus, mais ici, tout ça se mélange en profondeur et il en ressort pour moi, et pour l'instant, qu'Hearthstone Helico Melody of Elemia semble être un jeu avec un bon potentiel. Sly Cooper, ou Sly Raccoon en France, est un jeu de Sucker Punch Productions. Ils sont connus pour Sly Raccoon et ses séquelles, Infamous et ses séquelles, et surtout Ghost of Tsushima. Un pédigré qui semble donc plutôt très correct. Le jeu est sorti en Amérique du Nord en 2002 et ailleurs en 2003, et de façon tout à fait incroyable pour cette vidéo, c'est un titre du catalogue de la PlayStation 2. Je n'y ai pas joué très longtemps, une petite heure et demie, mais le jeu est assez court. Il faut compter, semble-t-il, aux alentours de 8 heures pour en voir le bout. Alors après, j'ai l'impression que Sly Cooper est le genre d'animal à donner envie de visiter le jeu à 100%, et cette durée de vie est peut-être très sous-estimée. Mon expérience avec le raton laveur a fait des montagnes russes pour finir par se stabiliser. On commande sur les toits d'un Paris de dessin animé, tout en caractère, on louvoie entre gouttières et cheminées, pour rentrer par effraction dans un commissariat, et finir par récupérer notre propre dossier. S'ensuit une scène d'échappée où la policière propriétaire du dit dossier essaye de nous éliminer à coups de bazooka. Ce début est très charmant et on s'imagine déjà en train de cambrioler divers endroits avec ce genre d'atmosphère entre le roman noir et Bugs Bunny. La mission de Sly Cooper est de récupérer les pages du Cievus Raccoonus, sorte de bible du voleur appartenant à sa famille. Le bouquin a été subtilisé par 5 malfrats concurrents qui se sont partagés les pages. Après les hauteurs prises par le début du jeu, je suis assez vite retombé quand je me suis rendu compte que l'aspect cambriole semblait presque être un gimmick et pas véritablement le centre du jeu. La chose la plus décevante est qu'il est complètement inutile d'éviter les ennemis, en tout cas dans la portion du jeu que j'ai faite. Ils peuvent être abattus d'un petit coup de canne, sans problème, et ne nécessitent pas de détournement. Sly Cooper est au final plus un jeu de plateforme avec un petit goût d'infiltration qu'autre chose, et donc j'ai été d'abord un peu déçu. Mais c'est parce que le jeu n'était simplement pas ce que je voulais qu'il soit. C'est un peu con de penser comme ça. Surtout qu'il y a quand même bien un côté furtif. Il faut éviter les projecteurs, se faufiler et désactiver des alarmes. Certes en les frappant violemment, mais quand même. Et puis le raton laveur est fragile et décède à la moindre contrariété. Il faut rester prudent. En plus d'avoir malhonnêtement voulu imprimer mes propres zombies sur le jeu, je l'ai aussi pris par un autre mauvais bout. Au fil des différents niveaux, on peut ramasser des pièces pour obtenir un fer à cheval permettant d'éviter une mort une fois, mais aussi on peut ramasser des indices dans des bouteilles. Une fois tous les indices réunis, le code du coffre-fort du niveau est révélé. Au début du jeu, je me suis contenté de ramasser les bouteilles que je voyais, mais sans me forcer à vraiment fouiller, parce que je croyais que les coffres forts n'allaient contenir qu'un trésor optionnel, juste là, pour ceux qui ont envie de tout récupérer dans le jeu. Et j'ai donc fait 3-4 niveaux comme ça, sans ramasser tous les indices. Même si je commençais déjà à faire mon deuil de cette image que j'avais du jeu avant d'y jouer, je commençais à m'ennuyer un peu. Sly Cooper semble d'abord limité,
Il peut taper, faire un double saut et s'accrocher à diverses cordes et anneaux, mais tout ça semble simple. Les environnements restent sympathiques, mais dans ma tête trottait à ce moment-là le spectre du désappointement. Et puis presque par hasard, je trouve tous les indices d'une zone, ouvre le coffre, et obtient une des pages du Civis Raccoonus, qui me permet d'apprendre une nouvelle technique, une attaque plongeante qui rend les affrontements plus fluides. Je me renseigne un peu, et me rends compte que chaque coffre nous donne une page qui enseigne ou améliore une technique. J'ai vraiment pris Sly Raccoon n'importe comment. Je n'ai pas compris ce qu'il attendait de moi et j'ai préjugé de ce qu'il était. Alors pardon, raton laveur, tu mérites évidemment une autre chance, j'aime ton atmosphère, j'ai envie de découvrir ce que tu vas m'offrir, tu es agréable à manier et je vais t'aider à rassembler les pages de ton dictionnaire de la fauche. Et maintenant, c'est parti pour la tier list que je vous ai présentée au début. Je vais donc classer les jeux selon leur potentiel à rentrer dans le top 1000. Alors d'abord, j'allais mettre Red Ninja en tier A, mais j'ai quand même le sentiment que les gars de Trambly Studios se sont rendus compte à la fin qu'ils avaient fait un jeu super moyen et que la seule solution qu'ils ont trouvée pour qu'il se passe un truc dans le cerveau des gens, c'était de sexualiser l'héroïne. Ici, les fesses salaires et les seins gigantesques sont moins un bonus un peu gras qu'une solution désespérée pour vendre le jeu. La preuve, tout le marketing s'est concentré sur Kurenai et sa tenue légère, que ce soit une pub dans le Playboy japonais ou tout un truc autour de serveuses habillées comme l'héroïne. Bon allez, rien que pour ça, ça passe en tier B en fait. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien de rédhibitoire, mais il ne faut pas se leurrer, le risque pour que Kurenai se balade dans le top 1000 est aussi léger que sa tenue. Puis j'ai l'impression qu'une fois la série des Tenchu explorée, je vais regarder Red Ninja comme quelqu'un sortant d'une orgie de fromage AOP regarderait un quartier de Washkiri laissé au bord d'une table de pique-nique. Le ventre plein de morbiers, des poisses et de chabichou du Poitou. Un regard méprisant et rassasié. Pour Manhunt, j'ai un peu hésité. Il est évident pour moi qu'il faut que j'explore le jeu, et il passe bien entendu de A trier à A faire, et je ne sais pas si j'ai envie de le mettre en S ou en A. Je ne sais pas si j'ai envie de le mettre dans une catégorie supérieure, rien que sur la réputation de ses développeurs, et puis c'est le genre de jeu qui semble bien une fois qu'on a arrêté d'y jouer. On se souvient de la musique Darkwave et de l'ambiance un peu gluante, mais une fois manette en main, on passe quand même beaucoup de temps à attendre dans le noir ou à taper contre des murs avec un pied de biche. Je le mets quand même en S. Il mérite pas de n'être qu'un rang au-dessus de Red Ninja, qui a en plus failli aller en A, ce bougre, et puis il y a du potentiel évident. Pour info, Manhunt 2 est bien entendu dans ma liste de jeux à trier. Sans grande surprise, Soul Eater Battle Resonance ne résiste pas au tri et ne sera pas testé plus en profondeur. Aurait-il survécu si mon top 1000 avait intégré le jeu multi? Rien n'est moins sûr, et on ne le saura absolument jamais, étant donné que je ne compte pas essayer de me faire des amis juste pour ça. Au revoir Dr. Frankenstein, peut-être allons-nous nous revoir plus tard, qui sait. Ah bah moi je sais en fait, Soul Eater Medusa Plot sur DS est dans la liste des jeux à trier. J'ai parlé un peu plus longtemps d'Art Nelico, mais j'y ai aussi joué un peu plus longtemps, JRPG oblige. Si certaines choses m'ont fait un peu tiquer, et que sauf énorme surprise ça ne deviendra pas mon jeu favori, je sens bien qu'il y a du potentiel là-dessous, avec un univers qui donne envie d'en savoir plus, une ambiance réussie, et quelques personnages qui me plaisent déjà. Le jeu passe donc bien entendu dans la catégorie affaires, et je vais le mettre en tier S. Il ne m'a pas subjugué, mais je sens qu'il est possible qu'il fasse partie du top 1000. Les autres jeux de la série sont bien entendu dans ma liste de jeux à trier. Et enfin, Sly Raccoon ou Sly Cooper va être testé. S'il est passé au cours de ma petite session de triple S à A, il finit sa course en S. J'ai surtout envie de connaître ce qu'il peut m'offrir, découvrir les différents mondes qu'il va me proposer et les parcourir avec ce raton laveur très maniable et plein de potentiel. Avec tout ça, j'ai donc 4 nouveaux jeux à tester, qui s'ajoutent à une liste conséquente déjà commencée avant la création de la chaîne. Je n'ai donné qu'un micro coup de pioche dans la montagne de ma liste de jeux à trier, mais je suis content de pouvoir commencer la partie véritablement documentée de mon projet. J'espère que ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez faire le chemin avec moi. C'était IDS et je suis en train de faire le top 1000 des meilleurs jeux de tous les temps.